on a le meilleur système de santé du monde. Hein, c'est ça? La dépêche. Un patient de 36 ans subit 3 chimios, le retrait de sa vessie et de sa prostate. L'hôpital avait fait une erreur. Moi, je vous dis, ne soyez pas malade. N'allez pas à l'hôpital. C'est hallucinant. Moi, je vous jure, il m'est arrivé de ces trucs à l'hôpital. Franchement, heureusement que chaque fois, j'ai pas écouté. Et je vous dis pas de pas écouter, hein, parce qu'après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, ça y est, c'est fini, ça. Hein. J'écoute plus. Hein. Non, je vous dis pas de pas écouter. Je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, allez voir plusieurs médecins. Demandez plusieurs avis. Vous jetez pas en disant, oh putain, je vais mourir vite. Non, prenez le temps de réfléchir, vous voyez. Voilà, de vous renseigner, surtout. Parce que votre médecin traitant n'est pas obligé d'être le meilleur médecin de la France entière. Et même dans votre ville, le meilleur spécialiste n'est peut-être pas le seul à être meilleur. Voilà. L'hôpital de Quimper a été lourdement condamné par la cour administrative d'appel. Un patient avait subi 3 chimiothérapies à la suite d'un diagnostic de cancer de la vessie. 36 ans. Le mec, il a plus rien. Un homme de 36 ans constate la présence de sang dans son urine. L'hôpital pratique un neuroscanner. Bon, déjà, ouais. Qui met en évidence, dit à l'époque l'hôpital, une tumeur de la vessie et des lésions suspectes métastatiques. Immédiatement, des séances de chimiothérapie. Immédiatement. Donc, vous voyez, le mec, il n'a pas eu le temps de consulter un autre médecin. Oh, et on dit, oh, vous allez mourir. Vous voyez, à mon avis, on dit, oh, vous avez une tumeur de la vessie et des lésions suspectes métastatiques. Il faut de suite commencer une chimio. Donc le mec, oh putain, j'ai le cancer, vous voyez, alors que le mec, juste, il faisait pipi, il avait un peu de sang, vous voyez. Le patient suit 3 séances entre août et novembre de la même année. Le 30 décembre, on lui ôte sa prostate et sa vessie. La pathologie était bénigne. Le mec, on lui a pas fait de biopsie. Vous voyez, on vous fait une biopsie, normalement. Moi, le polype, on m'avait fait une biopsie de mon polype. Là le mec, d'entrée. La pathologie était, voilà, quelques mois plus tard, après l'analyse des prélèvements. Voilà. Ah, putain, je suis trop forte. J'aurais dû faire docteur, moi, hein, finalement. Le diagnostic initial du cancer de la vessie est remis en cause. Le patient souffrait en réalité d'un pécome vésical d'une forme rare. La littérature médicale ne recense en effet que 5 cas connus. Ah ouais, mais toi aussi. Putain, c'est pas possible, les gens. Faut toujours qu'ils fassent des trucs. La pathologie était en réalité bénigne. Voilà. Tous les traitements subis par le patient n'étaient pas justifiés. Un maçon, âgé aujourd'hui de 47 ans, divorcé, père d'un enfant, ben oui, c'est sûr, parce que le mec, une fois qu'il lui arrive ça, qu'est-ce que vous voulez que sa femme elle fasse? Prostate, vessie, demandez 815 000 € en réparation des 815 000 €. Frais liés à l'utilisation de médicaments type Viagra. Et ouais, voilà pourquoi sa femme l'a divorcé. Il souffre en effet de troubles érectiles. Il n'a pas repris son activité professionnelle. C'est bien. Voilà, le mec, il était tranquille. Il avait juste un petit truc bénin. Il se retrouve handicapé. Donc, on paye la hache, machin et tout. L'hôpital, il doit sortir 815 000 €. Bon, vous lui direz, ils ont une assurance. Mais fait, c'est magnifique, hein. Et le mec, il est handicapé à vie. Il a perdu sa femme. Il voit ses enfants une fois, fait son fils, sa fille, une fois par semaine. Une fois tous les 15 jours. C'est merveilleux, la vie, hein. En juin 2020, le tribunal administratif condamne l'hôpital à lui verser 183 000 € et 60 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie. Le patient percevra finalement 187 000 €. Vous vous rendez compte? Lui, il avait demandé 815 000. Alors, vous voyez un peu ceux qui vont avoir les effets magiques de la potion magique. Ça va être compliqué pour vous, hein, je vous le dis. Hein, oula, préparez-vous. Hein, ça va être long. Long et pénible. Un testing, alors ça c'est Le Monde, un testing dans les universités révèle les discriminations lorsqu'on porte un nom de famille maghrébin. Eh ben ouais. Et je suis désolée de le dire, mais effectivement, il y a de la discrimination par rapport au nom de famille. Donc c'est pour ça que moi, mes enfants, je leur ai fait mettre les 2 noms. Moi, ma fille par exemple, elle se fait appeler de mon nom, du coup, parce qu'elle ne veut pas porter le nom de son père. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo en disant que tant mieux que la loi de Dupond-Moretti elle était passée, parce que maintenant, elle va pouvoir prendre mon nom, parce qu'elle veut plus porter le nom de son père. C'est bien, hein? C'est magnifique, hein, la société du 21e siècle. Donc, elle veut plus porter le nom de son père. Et heureusement, parce que du coup, moi, mes enfants, ils ont un prénom, on va dire, français, fait chrétien. Bon, mon fils s'appelle Thomas, et ma fille, elle s'appelle Jeanne. Bon, c'est mon fils qui a choisi le prénom, c'est pas moi. Et donc, du coup, elle s'appelle Jeanne Félicité. C'est le prénom de ma grand-mère. Bon, fait, moi, je peux vous dire que oui, effectivement, par rapport à votre nom de famille, vous êtes discriminé. Parce que moi, mon nom, ça allait, parce que je suis d'origine corse. Mais par contre, le père de mes enfants, qui est d'origine algérienne,
Hein, c'était compliqué. Et du racisme, j'en ai. Et j'en ai vu, et j'en verrai encore. Et j'en entendrai encore, surtout. Voilà. Conseil. Aux blancs. C'est pas parce que en face de vous, vous avez une personne blanche, d'origine corse, qu'obligatoirement, elle partage vos idées racistes. Voilà, c'est un petit conseil. Parce que moi, du coup, que je suis blanche et que je suis d'origine corse, les gens se lâchent avec moi, vous voyez. Mais moi, je suis pas raciste. Moi, je ne suis pas raciste. Donc moi, les blagues racistes, les sous-entendus racistes, ça me convient pas. Vous voyez, ça ne me convient pas. Ne croyez pas que parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui, d'apparence, vous ressemble, que intérieurement, elle est aussi pourrie que vous, en fait. Voilà, et je le dis, parce que pour moi, les racistes, ce sont des gens, ils sont pourris de l'intérieur. Parce qu'une personne, qu'elle soit noire, blanche, verte ou bleue, si c'est un connard, c'est un connard. Si c'est un violeur, c'est un violeur. Si c'est un agresseur, c'est un agresseur. Et si la société, elle en est où elle en est maintenant par rapport à l'immigration, c'est un peu à cause de l'État qui n'a pas joué son rôle. Ni dans l'éducation, ni dans l'insertion, ni dans tout. Il y a une défaillance générale de l'État. Donc ce n'est pas la faute de l'immigré en lui-même. C'est la faute de la société, du système français. Voilà, c'est tout, point barre. Voilà, que ça soit clair. Moi, je n'ai pas de problème avec la personne de couleur, ou de religion différente d'ailleurs. Du moment qu'elle ne m'emmerde pas déjà, et qu'elle ne m'agresse pas. Voilà, déjà premièrement. Ils sont manipulés, on est manipulés. C'est ça que vous n'avez pas compris encore. On est tous manipulés. Comment les Pays-Bas ont renoncé aux maisons de retraite. Voilà, eux, ils n'ont pas de maison de retraite. Mais en fait, je vais vous dire, les trois quarts, bon, à part pour ceux qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de revenus, mais les trois quarts du temps, dans les maisons de retraite, c'est que des parents de bourgeois. C'est que des parents de personnes qui ont de l'argent. Qui se débarrassent, les trois quarts du temps, de leurs parents. Parce que vu que tu as de l'argent, vu que tu as 8 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, pour payer une chambre d'EHPAD, une chambre pourrie d'EHPAD, c'est toi qui amènes ta télé, c'est toi qui amènes tout, hein, donc c'est un lit, et un truc qui fait, allez, 20 mètres carrés. Bon, tu as 8 000 euros pour payer quelqu'un pour venir s'occuper de ta mère, de ton père, de tes parents, chez eux. Tu vois? Donc c'est juste que tu as envie de t'en débarrasser, en fait. Tu vois? À part si vraiment, genre Alzheimer, parce que ça, je sais que c'est compliqué, parce que j'avais une femme que je voyais, son mari, cher. En plus, elle, une bombe, hein, elle devait avoir 65 ans. C'était une bombe, hein, franchement. Elle était limite mieux que moi, que j'ai 50 ans. Son mari, Alzheimer. Non, 60 ans, elle devait avoir. Son mari, Alzheimer. Des fois, il s'échappait de la maison. Ça, je sais que c'est compliqué. Ça, j'avoue, franchement, c'est compliqué. Mais quand c'est des souhaits, genre la personne, elle marche pas, vous voyez, elle s'alimente pas seule, fait bon, je veux dire, ça, tu peux payer quelqu'un pour qu'il vienne faire le ménage, la laver, et je veux dire, tu as 8 000 euros à flamber comme ça, tu peux prendre quelqu'un. Déjà, c'est ça. C'est la catégorie de personnes qui se retrouvent en EHPAD. Hein? Par exemple, moi, mon père, il est en EHPAD parce qu'il avait des sous, parce qu'il gagnait très bien de retraite. Ma mère, là, si elle doit aller en EHPAD, c'est plus compliqué. Ça lui coûterait moins cher de rester à la maison et de faire venir quelqu'un. Vous voyez? Parce qu'elle a 1000 euros de retraite. Donc, bon, trouver un EHPAD à 1000 euros par mois, c'est compliqué, hein? Aux Pays-Bas, les personnes âgées vivent chez elles le plus longtemps possible. Elles sont accueillies en maison de soins seulement dans les cas extrêmes en fin de vie. Voilà ce que je suis en train de dire. Que vraiment, tu sais que tu peux plus rien faire, qu'il faut vraiment que, voilà, soit suivi. La plupart des bâtiments monumentaux qui bordent les canaux d'Amsterdam ne sont pas des palais comme dans la plupart des capitales européennes, mais des maisons de retraite vieilles de plusieurs siècles. Vous vous rendez compte? Des bâtiments monumentaux qui bordent les canaux d'Amsterdam. C'est les trucs les mieux. Et ben voilà, ils mettent leurs vieux là. Vous voyez? Parce qu'ils respectent un minimum leurs vieux. Vous voyez? Bon, après, il faut dire que bon, comme on dit encore une fois, il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que des mauvais parents. Alors, mais des maisons de retraite vieilles de plusieurs siècles. Voilà, sur la rivière Amstel se trouvait l'une des plus grandes, la Amstel. Voilà, magnifique. Le nombre d'accidents de trottinettes électriques explose dans l'Hexagone. Je veux dire, il n'y a pas de Alix, il avait dit, les enfants, il y a plus de gens qui meurent en trottinette, ben, voilà, et bien informé, hein. Le nombre de victimes d'accidents de trottinettes électriques a enregistré un bond de plus de 30% en France, selon les fonds de garantie des victimes. Eh oui, parce que ça, c'est nous qu'on paye. Eh oui. Parce que quand un mec, il te fonce dedans avec sa putain de trottinette, et ça aussi, non, sur le Jarret, ils ont fait une piste, je vous jure, pour les vélos et les trottinettes. Il faut, sur le Jarret, du vélo et de la trottinette. Pourquoi tu vas pas sur la piste? Moi, quand je passe en scooter, à côté d'eux, j'ai les klaxons.
Je leur dis dégage. Voilà. Pourquoi tu vas pas, on t'a fait putain, on t'a fait des trottoirs, on a réduit le truc, que maintenant il y a des embouteillages, mais c'est le bordel, pour que tu puisses avoir ta piste cyclable, et tu fais du vélo et de la trottinette sur le jarret. Non, tu nous prends pour les cons, toi aussi. Et à un moment donné, ça va mal finir, cette histoire, hein. La fille. Ah ouais, non, je vous promets, à un moment donné, ça va mal finir, cette histoire. Il y a tout qui va mal finir, à un moment donné. Avec leur trottinette et leur vélo et leur je sais pas quoi. Eh ouais. Mais on les entend pas. Il n'y a pas de bip. Ils devraient mettre un bip dessus, vous voyez. Bip, 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 bip. Alors, peut-être c'est chiant pour celui qui conduit. Mais vu que des fois, c'est des fous furieux. Ouais, moi, plein de fois, des fois, j'ai fait ça. Ouais, heureusement que, je veux dire, il est pas, ça va, mais j'aurais fait un écart ou quoi, je me le prenais. Non, non, mais c'est un truc de fou. Bon, là, du coup, c'est, fait santé, non, c'est pas trop, santé, du coup, c'est positif, là, c'est négatif. Marseille, jusqu'à 10 victimes d'excision par semaine prises en charge à l'hôpital de la Conception. C'est énorme. 15e journée mondiale contre l'excision. À Marseille, le service gynécologique de l'hôpital de la Conception prend en charge chaque semaine 5 à 10 victimes de cet acte de torture passible de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Bon, alors attends. Non, mais ça, on en a rien à foutre combien... Enfin, c'est pas qu'on en a rien à foutre combien il y en a dans le monde. C'est qu'est-ce que tu fais? Parce que normalement, quand l'enfant est victime de violence, quand l'enfant... Parce que c'est pas des adultes... Enfin, bon, peut-être c'est des adultes, je sais pas, non. Mais bon, normalement, c'est des enfants. Hein. Ouais, c'est des jeunes filles. Normalement, c'est des enfants. Enfin, des enfants. Moi, jusqu'à 18 ans, tu as un enfant. Hein. Ils dénoncent pas les parents. Parce que là, je vois pas, dans l'article, le moment où ils disent, parce que là, ils disent, oui, passible de 10 à 20 ans, d'accord. Mais normalement, là, tous ceux qui viennent, les 5 à 10 par semaine, ils devraient être signalés et arrêtés, de suite. Et là, peut-être ça arrêterait, ça aussi, cette histoire. Vous voyez? C'est ça aussi le problème qu'il y a. Hein, Rico? Voilà, puisque toi, tu es pas pour ça et tout, donc normalement, ça devrait être ta première cause, tu vois, parce que justement, il y a de l'excision. Donc, on sait très bien, à la base, qui c'est qui fait ça? Pourquoi tu t'en mêles pas? Au lieu de juste parler de celui qui dit la petite racaille avec son scooter, les zones de non-droit, on s'en bat les couilles des zones de non-droit. Ça, c'est super important. Ça touche des enfants. C'est des traditions barbares, ces trucs. Et on va finir par ça, parce que c'est quand même une actualité que je connaissais pas. Qu'est-ce que le Zolgensma? Le médicament, alors ça c'est midi libre, le médicament le plus cher au monde injecté à des bébés. J'ai lu ça, j'ai halluciné. 2 millions d'euros la prise. Ah, pour l'amyotrophie spinale musculaire. Putain, il y a des enfants plus chers, ils ont de ces trucs. La vie d'un enfant n'a pas de prix. Chaque année, une centaine de bébés naissent en France avec une amyotrophie spinale musculaire. Je savais même pas. Ces enfants n'ont pas la faculté à développer des neurones moteurs ou alors ils les perdent. Résultat, ils ont du mal à actionner des muscles essentiels à leur survie, comme pour respirer, déglutir, se tenir assis, marcher ou encore parler. Vous vous rendez compte? C'est tout de fou. Mon Dieu, des fois je me dis, mon Dieu, grâce à Dieu, les enfants ils ont rien. Putain, mais c'est tout de fou quand même, des maladies. Très vite, la maladie neurodégénérative évolue et les muscles continuent de ne plus répondre jusqu'à ce que l'enfant soit paralysé et meure. En règle générale, c'est là. Tu vois, Rico, en baissant les charges patronales et Pécresse, ben ça, peut-être on ne pourra plus les payer, tu vois, pour les enfants. Tu vois, pour pas qu'ils meurent paralysés. Voilà, c'est le cas de le dire, qu'ils meurent paralysés. Il a été mis au point il y a quelques années un médicament miraculeux, le Zolgensma. Il s'agit d'une thérapie génique très complexe à réaliser et à produire qui s'attaque directement à la racine génétique de la maladie. Le traitement est uniquement commercialisé aux États-Unis par Novartis. Il a été homologué par la Food and Drug Administration chez les enfants de moins de 2 ans présentant des mutations bialléliques du gène SMN1, y compris chez ceux ne présentant pas encore de symptômes. Ah ouais, d'accord, oui, il pique d'accord, ok. Enfin, il pique d'ailleurs, je sais rien, c'est des médicaments. Bon, ce traitement n'est donné qu'aux patients qui ont une forme grave de la maladie et qui ont moins de 2 ans. Ouais, mais là, ils viennent de dire que même ceux qui sont susceptibles de l'avoir, donc bon. Traiter également les patients plus âgés entre 2 et 18 ans. Le traitement a été payé en totalité par Québec pour la modique somme de 2,8 millions de dollars depuis le 20 octobre dernier. Ce médicament a été ajouté à la liste de médicaments fournis en établissement de santé au Québec. Même si la petite patiente n'est pas encore complètement sortie d'affaires, cela en valait la peine. Aujourd'hui, d'après sa maman qui s'est confiée au journal de Montréal, la petite Madison arrive à rester assise toute seule, elle arrive à maintenir sa tête droite
et elle rampe avec ses bras pour se déplacer. Des progrès qui engagent un recul dans la maladie. D'ailleurs, désormais, elle chante, rajoute la maman qui qualifie ce traitement de miraculeux. Ah ouais, mais s'il marche. Enfin, s'il marche. S'il fonctionne. Pourquoi pas, hein? Attendez, moi, franchement, moi, ce que j'aime pas, c'est quand on nous propose des cons, hein. Après, si ça, le truc, franchement, ça fonctionne, ouais, bien sûr, enfin, ton enfant, il a une maladie, tu as un médicament, ouais, bon, après, ouais, heureusement que tu es dans un pays riche. Parce que tu es en Afrique, il meurt, arrête ton gosse. T'as de la chance, Inch'Allah. Tu vis dans un pays riche où il y a une sécurité sociale, donc tu peux te permettre de faire un traitement à 2 millions d'euros, de dollars ou d'euros la prise. Que le petit Africain, ouais, ben non. Il n'y a pas que l'Africain d'ailleurs, il y a le petit Indien, il y a le petit, peut-être Chinois, il y a le petit, bon, je veux dire, il n'y a pas que l'Africain hein, d'ailleurs. Bon, je vais faire écologie, économie, société, on va dire. Donc, on va commencer. Bruno Le Maire, notre ministre de la faillite, veut que la France retrouve une balance commerciale excédentaire sous 10 ans. Ne prend pas les cons, lui. Dans le rouge à hauteur de 75 millions d'euros, daté de 2011. C'est vraiment un truc de con. La construction de 6 nouveaux réacteurs EPR. Les mecs, ils entretiennent pas les centrales nucléaires qu'on a, alors qu'on pourrait les entretenir. Ils le font pas. Et là, par contre, ils vont construire 6 nouveaux réacteurs EPR. Donc voilà, lui, il n'y a que ça maintenant. Les réacteurs EPR. Ah, on va remonter la balance commerciale avec nos réacteurs EPR. Quel est le rapport? Donc, on s'en fout de tes EPR. Tes EPR, c'est pour nous. Quel est le rapport? Tu vas les vendre où? À l'étranger? Non? Bon. Balance commerciale excédentaire. Ah, vas-y. Ah, je vous dis, vous prenez pour des cons. Bon, et société aussi, parce que ça parle argent. Guerre d'Algérie, le Parlement adopte définitivement le projet de loi de réparation en faveur des harkis. Le texte reconnaît les conditions indignes de l'accueil réservé aux 90 000 harkis. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, le français n'aime pas souffrir, par contre il aime bien souffrir, faire souffrir les autres. Ça, c'est pas un problème. Le français aime bien profiter des autres, mais après, quand ça se retourne et qu'on essaye de profiter de lui, il est pas trop d'accord. Donc les mecs, ils ont dit, ouais, venez avec nous, vous serez bien. Et quand ils sont arrivés, on leur a fait la misère. Près de la moitié d'entre eux ont été relégués dans des camps et des hameaux de forestage. Non, dans des bidonvilles, ça s'appelle. Il y en avait derrière, au Merla. Moi, le père de mes enfants, il m'a raconté que son père, quand il est arrivé en Algérie, il était dans le bidonville qu'il y avait au Merlan. Des hameaux de forestage. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Ouais, des hôtels 4 étoiles. Allez. Ces lieux furent des lieux de bannissement qui ont meurtri, traumatisé et parfois tué. Ah, allez, pas possible. Ah, mais nous, les valeurs chrétiennes, on a le cœur sur la main, hein. Une réparation monétaire pour certains. À la clé, une somme forfaitaire de 2 000 à 15 000 euros. Vous vous rendez compte? Le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé par le gouvernement à 50 000 pour un coût total de 302 millions d'euros sur environ 6 ans. Vous vous rendez compte? Ce que ça nous coûte en fait, toutes ces conneries-là. Si le niveau d'indemnisation a été jugé faible, voire ridicule, ouais, franchement, pour certains, les déceptions se sont cristallisées sur les quelques 40 000 rapatriés exclus de la réparation parce qu'ils ont séjourné dans des cités urbaines où ils n'étaient pas privés de liberté de circulation. Oui, dans les HLM. Et oui, parce que mon père, il m'a raconté. Vous savez, c'est bien d'écouter des fois les vieux, même que des fois ils vous prennent la tête. Il m'a dit, enfin, alors après, c'est ce que mon père m'a dit. Et je vous rapporte ce que mon père m'a dit. Il m'a dit, en vérité, les cités, elles ont été construites pour les pieds noirs, quand ils sont arrivés d'Algérie. Donc les pieds noirs, on leur a félicité que quand ils arrivent en Algérie, et les Algériens, ils étaient dans les bidonvilles. Et après, une fois qu'ils ont rapatrié tous leurs biens et tout, parce que bon, les pieds noirs, c'était pas les Algériens, vous voyez. Donc une fois qu'ils ont rapatrié tous leurs biens et tout, ils ont fait construire des maisons qui sont, je me rappelle plus, putain, la ville, un peu plus loin là. Enfin bon, ils ont une ville carrément à eux, hein, avec que des méchantes villas, méchants machins et tout. Et les Arabes, les Maghrébins qui étaient là, les Algériens et tout, ils les ont foutus dans les cités. Voilà ce qu'il m'a dit mon père. Peut-être qu'il a un peu résumé, mais bon, voilà. Il m'a dit, oui, en Corse, on a fait l'eau, les canalisations d'eau, l'eau à chaque robinet, parce que les pieds noirs, ils sont arrivés. Sinon, on n'avait pas d'eau en Corse. Voilà ce qu'il m'a dit. Sputnik, qui tirerait de gros bénéfices économiques des crises énergétiques et ukrainiennes en Europe? Ah, ben peut-être les États-Unis. Je dis ça, bon, je sais pas. La croissance extraordinaire de la production américaine de pétrole et de gaz est un actif géopolitique et économique pour les États-Unis qui contribue à la sécurité énergétique mondiale. Je ne vois pas pourquoi les États-Unis se sont autoproclamés agents de la sécurité mondiale. Voilà, je dis ça et je dis rien.
Pourquoi? Je sais pas, voilà, c'est ma phrase. Pourquoi? Je sais pas. C'est eux qui ont décidé le bien et le mal sur la Terre. C'est bizarre. Sputnik, un gisement de 100 millions de barils de pétrole mis à jour en Égypte. Alors, monde d'avant, monde d'après. Moi, quand j'étais petite, donc c'est-à-dire il y a à peu près 40 ans, hein, on me disait, dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole. D'accord? Il y a 20 ans encore, on nous disait, oui, les gisements, il n'y en a plus, malgré qu'on ait des satellites qui peuvent voir, vous savez, soi-disant. Du coup, maintenant, moi, vous savez que je suis falsificianiste. Donc, je ne crois plus en rien. Donc, soi-disant qu'ils peuvent, vous savez, reconnaître enfouis les anciens bâtiments, voir par rapport aux couches géologiques, là où il y a de l'eau, pas de l'eau, enfin, vous voyez, par rapport aux couleurs, aux densités, vous voyez, bon, il me semblait que ça, c'était OK. Vous voyez? Donc, logiquement, vu que tous les satellites, ils tournent autour de la Terre, et qui photographie en permanence, puisqu'il y en a des milliers et des milliers, la Terre, donc logiquement, on connaît tout de la Terre, d'accord? Où c'est qu'il y a des gisements, où c'est qu'il y en a pas, où c'est qu'il y a des forêts, où c'est qu'il y en a pas, enfin bon, comment ça se fait qu'on découvre encore des millions de barils de pétrole comme ça, en faisant des trucs géologiques, enfin on le savait pas, vous voyez? Il s'agit d'un des plus importants gisements découverts dans la région au cours des 20 dernières années. Mais il doit plus y en avoir. Ça se tarit à vue d'œil. Oui, parce que je suis climato-sceptique et je suis pétrolo-sceptique. Voilà. Moi, je suis sceptique à tout. Donc, moi, je suis sceptique. Comment ça se fait qu'on ne devait plus en avoir et on en trouve toujours? Soit disant les scientifiques. Ils avaient dit que, comme la couche d'ozone, le trou dans l'ozone, oh, le trou dans l'ozone, il a disparu. Bon, il n'y a plus de trou. Voilà. Le trou est parti. Bon, il est parti sur la Lune. On ne sait pas. Moi, maintenant, je ne crois plus en rien. Vous allez me dire, tu es une folle. Ben ouais, je suis peut-être une folle, mais bon. C'est comme ça. Jean Castex nomme une spécialiste du pantouflage à la tête d'un comité d'experts. Sans commentaire. Les Français aiment ça. Donc, Éducation nationale, Emmanuel Macron voudrait supprimer le CAPES et l'emploi à vie. Voilà son programme. Voilà, je vous explique. Ça fait partie de son programme. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est qu'il vous divulgue son programme goutte à goutte. Pour que ça soit moins, vous voyez, pas en une soirée, pas en une heure, parce que sinon, vous voyez, vous mourrez sur place. Non, non, là, il vous le distille, vous voyez, comme un poison dans les veines, vous voyez, voilà. Donc, il vous donne des petits indices. Vous voyez, et à mesure, en fait, il faut noter. Et après, vous aurez son programme. Après, j'enchaînerai sur le judiciaire. Départ des musulmans. Le New York Times torpille encore la France. Ben, il doit être content, Rico. Il y a toutes les têtes, elles s'en vont. Ah, il va rester plus que la racaille. C'est bien. C'est bien. Moi, je vais vous raconter une, c'est celui qui m'a opéré du dos. Je me suis fait une hernie discale qui a explosé. Donc, j'ai été paralysée de la jambe gauche. J'ai été reçue en urgence à l'hôpital Sainte-Marguerite-Roumel. À l'époque, il y avait un médecin qui m'a pris en urgence, spécialiste, qui est venu, qui m'a dit, oula, enfin, bon, voilà, c'était catastrophique. Et il m'a opéré, il s'appelait Outouma Soumaré. Voilà. D'accord? C'était un Mauritanien. Okay. Je suis allée le voir on va dire, un mois plus tard. Voilà, pour contrôle. Il m'a très bien opéré. Mais il est magnifique. Mais vous savez quoi, ça fait 20 ans. Si c'était pas que je suis en train de me décalcifier complètement, sinon, franchement, j'ai pas de douleur. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est quand je fais des efforts que j'ai des douleurs. Parce que bon, c'est tout dégueulasse dedans, mais c'est parce que je suis vieille. Enfin, c'est parce que j'ai morflé. Il m'a très bien opéré. Donc depuis 20 ans, je touche du bois. Franchement, je souffre pas. Si je fais pas d'efforts, je souffre pas. Bon. Ben, le mec, j'y suis retournée une troisième fois, il était fait. J'ai voulu y retourner une troisième fois, ben, le mec était reparti en Mauritanie. Je vais tout faire pour repartir en Mauritanie, pour ouvrir là-bas un truc, un neurochirurgien. Voilà. Il a fait ses études en France et il s'est barré. Mais c'est bien, continue comme ça, Zemmour, hein, à stigmatiser les musulmans en France. Et tous les meilleurs, ils vont se barrer. C'est bien, c'est ce que tu veux en fait. C'est ce que tu veux. Alors nous, c'est toujours 3 ans après la bataille. C'est hallucinant. La justice annule l'autorisation d'exploiter un parc éolien déjà construit. Voilà, sud-ouest. Hein, magnifique. Déjà sorti de terre, le projet est dépeint par la justice comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage naturel. Ouais, mais ça, il est construit, on ne sait pas les choses. Un impact visuel fort. Mais non!
180 mètres de haut. Oh, le détail. T'imagines, tu as ça en face de toi. Oh, le pilier, vous savez que le pilier, il est énorme. C'est pas parce que nous, on les voit toujours de loin. Mais quand vous êtes au pied de l'éolienne, mais c'est énorme le truc. Non, non, mais, oh putain. Ah, mais j'ai bien aimé un impact visuel fort. Le mec, tu vois plus rien. Tu avais la méchante vue de la mer et tout, tu vois plus rien. Situé entre 500 et 600 mètres de distance et abritant environ 90 habitants. Rien à foutre. 1,50 milliard d'euros. Le rachat des turbines d'Alstom coûterait le double de leur prix de vente. Donc ça, je reviendrai après là-dessus. C'est une honte, une honte, une honte. Je vous jure que ce mec, c'est pas l'antéchrist, vous voyez, c'est l'antéchrist français. Vous voyez, c'est pour la France, vous voyez, c'est le négatif. C'est on a basculé, vous voyez, on était bien, puis d'un coup, on a tourné, et là on est dans le côté obscur de la force. Je vous jure, c'est limite métaphysique, vous voyez, c'est spirituel, je vous jure que je sais pas ce qu'il y a en France, mais il y a un problème. C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui fasse ça pour son pays. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc de fou. Ça, c'est mort de rien. Alors ça c'est BFM. Quand Stellantis veut aider ses salariés à rédiger leur CV pour qu'ils trouvent un job ailleurs. Ouais, je suis embêtée, il veut me virer. Tu as un problème? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous voulez me virer? Je sais pas quoi faire comme CV, je sais pas. Attends, viens. On va mettre, viens. Je vais t'expliquer. Tu vas trouver un boulot de suite. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est grave. Non, mais c'est grave. 10 000 départs d'ici 2025. Mais ça va. 7% de croissance, moins de chômeurs. C'est magnifique. Il doit trouver 5 milliards d'euros de synergie du fait de la fusion entre Fiat et PSA. 10 000 postes sont en jeu. Un chiffre que conteste la direction. Ah ouais. Non, c'est 8 000. C'est 8 000. Les autres, ils partent à la retraite. À 45 ans. Voilà. Non, non, tu n'as pas compris. Non, non, c'est 8 000 et 2 000 qui partent à la retraite, mais à 45 ans. Hein, et après, les autres, ils veulent te faire travailler plus longtemps. Hein? Dette, le maire défend la stratégie du gouvernement après l'alerte de la Cour des comptes. Ouais, mais de toute façon, ils s'en font, eux, hein. Ils s'en font. La scientologie, c'est du pipi de chat. Après 2 années de quoi qu'il en coûte pour lutter contre la crise sanitaire, ah ouais, alors qui coûte pour nous, hein, pour nous. La Cour des comptes a prévenu mercredi que la France allait devoir faire des efforts sans précédent. La Grèce, vous savez que vous allez être la Grèce. Nous allons devoir établir à nouveau nos finances publiques, seulement nous allons le faire sur la base d'une stratégie différente de celle qui a échoué au cours des dernières décennies. Notre stratégie, c'est d'abord la croissance et l'investissement, les réformes de structure et les économies où c'est nécessaire, c'est-à-dire de partout. Voilà, je vous explique. L'austérité, la rigueur, ça ne marche pas, mais nous allons faire des économies. Voilà, c'est pas de l'austérité, c'est de l'économie. Vous n'avez pas compris la novlangue. C'est pas de l'austérité, c'est de l'économie. Ça conduit à plus de dettes. Alors l'austérité, ça ne marche pas, ça conduit à plus de dettes, plus de déficit, plus de chômage et moins de croissance. Voilà, donc nous allons faire de l'économie. Voilà, parce que je suis ministre de l'économie. Voilà. On a coupé à l'arrache, à l'aveugle. Là, on va bien tout raser de partout, bien homogénéiser la situation. C'est ça que veut dire, je vous jure. Là, ça veut dire, ouais, on a fait vous voyez, des trucs, c'était pas beau. Là, on va bien tout niveler par le bas. Vous voyez, on va faire un truc bien, que tout le monde soit pareil. Vous voyez, voilà. Sécu, chômage, retraite, tout, minimum syndical. Qu'est-ce que ça a donné en 2012? Très exactement, moins de croissance, plus de chômage et plus de dettes. La France allait devoir faire des efforts sans précédent pour maîtriser la dépense publique. Voilà. La dette devrait atteindre autour de 113% du PIB. Bon, c'est bon. Déficit 5%. Ouais, nous, on n'a jamais... nous, on n'excède pas certains chiffres. Nous, on est toujours dans le ça va. Ouais, ça va. Nous avons mis sur pied une stratégie différente qui est de dire on investit, on crée de la croissance et la croissance nous donne des marges de manœuvre qui sont absolument considérables. Ah ouais, je vois. Ensuite, il faut aussi des réformes de structure. Ah oui, tu vois, ils vont te les réformer tes structures, tu vas voir.
évidemment, il faut réduire la dépense publique en utilisant la numérisation, la digitalisation. Voilà, ça veut dire moins de fonctionnaires. Vous savez que moi, nous, ça fait 6 mois, la Sécu, elle est fermée. On ne peut pas aller à la Sécu. La CAF, elle est fermée. La seule CAF qui restait à Marseille, elle est fermée. Ça fait depuis 2 ans. Les mairies, elles sont fermées. Il n'y a plus personne dans les mairies, les CAF, les Sécu. C'est hallucinant. Les gens, ils savent pas se servir des ordinateurs. Mon fils, il m'a dit, mais tu vois, tous les gens, ils viennent, ils savent pas le faire. 90% de ceux qui sont à Pôle emploi savent pas utiliser l'ordinateur. Ils savent pas faire des manips simples. Ça va être une catastrophe. Une catastrophe. Bon, je vais faire 2 secondes sur le Canada, parce que, franchement, mais vraiment, ils ont pas de rate, en vérité. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je l'avais dit une fois dans une vidéo, au temps des Gilets jaunes. J'avais dit, les gouvernements, les lois qu'ils ont mis en place, peuvent vous détruire socialement, judiciairement, administrativement, financièrement. Ils ont tous les outils pour vous tenir, pour vous massacrer, voilà. Le blocage face à la contestation au Canada, Trudeau invoque une loi d'exception, la loi que son père, vous vous rendez compte depuis le temps que ça remonte. Je vous dis, regardez le protocole de Toronto. C'est tout expliqué dedans. Ils ont fait donc la manifestation, le blocage, donc il a sorti la loi, et là il a fait venir avec les chevaux. Bon, vous avez vu qu'ils ont massacré une vieille en déambulateur, ils leur ont marché dessus. Donc la contestation anti-mesures sanitaires n'a plus rien de pacifique selon Justin Trudeau, donc là c'est là qu'il commence à faire le nerveux, malgré que quand ils sont arrivés, il est parti en courant, donc il les a menacés de bloquer leur compte bancaire, vous vous rappelez, donc ça a fait un bank run là-bas au Canada, parce que tout le monde est allé retirer, il a fait le bordel le mec. RT, convoi de la liberté au Canada, des manifestants menacés de perdre la garde de leurs animaux. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? Limite, c'est leurs enfants. C'est trop grave ce qui se passe là-bas. Donc, on enchaîne. Canada. Un truc de fou ce que je viens de lire. Mais bon, ça m'étonne pas. Hein. Mais après, il faut pas s'étonner. Pourquoi les gens, on va dire, de couleur, enfin, tous ceux qui ont été colonisés, esclavagés par les Blancs, après, à un moment donné, ils pètent pas un câble. Et là, le pire, c'est pas ça. 42 tombes. Alors, ça, c'est BFM TV. Canada. 42 tombes ont été retrouvées près du site de l'ancien pensionnat pour autochtones de Fort Pelly et les 12 autres près de celui de Saint-Philippe. C'est pas ça le pire. Le pire, à la rigueur, enfin le pire à la rigueur, non, c'est surtout que c'est des trucs de chrétiens. C'est des trucs catholiques. C'est des trucs de Dieu. C'est des orphelinats armats de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez le truc? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Une communauté autochtone du centre du Canada a annoncé mardi la découverte de 54 tombes anonymes sur le site d'un ancien pensionnat, plusieurs fois après des découvertes similaires ailleurs, qui avaient provoqué une onde de choc dans le pays l'an passé. Au bord des larmes lors d'une conférence de presse. Ça, c'est Ted Kwewezance. Zance. Je sais pas comment ça se dit en canadien. Les Canadiens ne peuvent pas croire qu'un être humain a pu traiter d'autres êtres humains, en particulier des enfants, de la manière dont nous avons été traités, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée par la Première Nation de Kizikuz, dans la province de Saskatchewan. Ça, je connais, par rapport au film américain, mais c'est vrai. Saskatchewan, au centre du pays. Il s'agit peut-être d'enfants assassinés et cachés. Ces pensionnats, tous deux gérés par l'Église catholique. Il s'agit peut-être d'enfants assassinés et cachés, nous n'avons pas les réponses. Disons vouloir obtenir les documents et les archives pour savoir ce qui s'est passé et à qui appartient ces tombes. Nous savions que d'autres Premières Nations en Saskatchewan trouveraient des tombes anonymes et subiraient le même choc et désespoir. Aujourd'hui et à chaque jour, le Saskatchewan pleure avec génocide culturel. Quelques 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans 139 pensionnats à travers le pays. Ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. C'est bien, merveilleux. Et après, vous vous demandez... non, c'est pas après vous vous demandez. Et après, vous flippez. Hein? Alors après, vous allez me dire, vous y êtes pour rien. Non, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut pas flipper quand ils viennent ici et qu'ils ne suivent pas comme vous vivez. Tu vois? Parce qu'à un moment donné, blanc en général, vous êtes allés chez eux et vous leur avez fait la misère. C'est pas que je veux dire que c'est pour ça que... Mais bon,
comme on dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, regarde la poutre qui est dans le tien, tu vois. À un moment donné, si tu veux pas que les autres ils te fassent la misère, ne va pas faire la misère chez eux. Tu vois, voilà, c'est pareil. Bon, et encore qu'eux, ils sont gentils, les One et One, là, hein, parce que franchement, ils leur ont fait vraiment la misère à eux. Je crois qu'il y a 70 millions d'Indiens qui sont morts aux États-Unis. Ou c'est les bisons. Enfin bon, en tout cas, je sais qu'ils étaient des millions et des millions à être morts. À un moment donné, moi, comme j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se plaindre. Moi, c'est pour ça que je me plains pas. Parce que j'ai dit, oui, à un moment donné, c'est pas une question de... C'est parce que la roue, elle tourne. Vous voyez? Moi, je me suis jamais vengée parce que j'ai toujours dit la roue, elle tourne. Et c'est vrai que la roue, elle tourne. Et à un moment donné, la roue, elle tourne. Voilà, c'est tout. C'est juste une question de roue et qui tourne. Voilà, c'est tout.